Maintenant, on va voir les modèles de diffusion qui sont d'autres approches récentes, modernes pour voir pour générer les images. Donc, les modèles de diffusion, c'est une classe de modèles génératifs qui va simuler un processus de diffusion aléatoire où on va transformer une instance de données, une image, par exemple, en une instance de bruit. Donc, on va transformer l'image en bruit. Ça inspire un peu de la physique. On va dire, bien, lorsqu'on a des particules dans un milieu à haute concentration, puis on réduit la concentration, on diffuse ces pellicules, ces molécules, ces particules-là dans un environnement avec moins de concentration, elles vont aller dans l'air et vont se diffuser de façon euh, plus aléatoire comparativement à l'origine où elles étaient peut-être plus compactes selon une certaine organisation. Donc, inspiré de cette idée-là, euh, on a proposé des modèles de diffusion qui sont utilisés pour faire de la génération d'images, du débruitage d'images ou même de la reconstruction d'images. Par exemple, on parle du in-painting en anglais, où on va vraiment avoir une partie d'image qui va avoir été retirée ou qui est absente. On va compléter cette image-là avec un modèle de diffusion en cohérence avec le reste de l'image qui est disponible. Donc, processus de diffusion, on a un processus avant où là, on va partir d'une image nette, puis on va appliquer successivement un petit bruit, souvent un bruit gaussien, un bruit blanc. On va appliquer ce bruit léger-là jusqu'à ce que l'image ne soit que du bruit. Donc, c'est vraiment un processus qu'on va diffuser, on va dégrader lentement l'image euh, par une diffusion avant, puis on va avoir aussi un processus de diffusion arrière qui fait l'inverse, qui part du bruit total à la fin, pour pouvoir le débruiter petit à petit pour en venir à produire une image nette. Donc, on a le processus dans les deux sens. Puis ça, c'est nécessaire d'avoir les deux directions. Ce qu'on apprend, c'est plus du côté de diffusion arrière, parce que donc, chaque étape de diffusion est guidée par une fonction de transition avant ou arrière. Typiquement, c'est gaussien, c'est-à-dire que la diffusion avant, on applique un bruit gaussien, donc selon un certain modèle avec des valeurs aléatoires. Puis la diffusion arrière suppose un débruitage, un retrait d'un bruit qui serait gaussien également. Donc, en sachant que le bruit est gaussien, on vise à retirer ce bruit gaussien-là de l'image pour faire une étape de diffusion arrière. Puis le but, c'est d'apprendre la mécanique de diffusion arrière. C'est ça qui est vraiment la clé. La diffusion arrière, c'est un réseau de neurones, généralement, qu'on entraîne et qu'on veut apprendre parce qu'on peut après ça l'utiliser pour faire du débruitage. Et donc, l'idée de faire du débruitage, c'est une étape de diffusion arrière, mais si on part du bruit total, bon, on applique plusieurs étapes de débruitage, on va tendre vers une image. C'est comme ça qu'on va générer des images. Donc, une illustration ici, donc le processus de diffusion avant, c'est qu'on part d'une image clean, comme on voit ici le chat à l'étape 0. Là, on va appliquer un bruit gaussien qui peut être assez léger sur cette image-là pour obtenir une image avec un petit peu de bruit. Donc, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on applique plus de bruit, puis ainsi de suite. On applique le bruit jusqu'à temps qu'on atteint le cas d'une image qui est seulement du bruit. Parce que l'application successive de bruits grossiers comme ça va mener à ça éventuellement. Et donc là, c'est décrit tout simplement que le processus de diffusion avant, c'est l'application d'un bruit gaussien centré sur chacun des pixels. Donc, chaque pixel reçoit un bruit gaussien qui est paramétré ici selon ses différentes valeurs. Puis, le processus de diffusion arrière, c'est lui qui est la clé pour pouvoir générer. Lui, il fait ça dans le sens inverse. On reçoit une image brutée, puis on tend à la débruiter. Normalement, dans l'apprentissage, on a le résultat de la diffusion avant comme guide pour dire c'est ça la cible. C'était ça qui, avant le bruitage, c'était ça qu'on avait comme image. Puis, on le fait sur plusieurs étapes. On part vraiment à la dernière étape, on y va une étape à la fois. On va faire un petit débruitage à chaque étape. Et donc, ça, c'est souvent un réseau de type UNet ou aussi un autoencodeur débruiteur, c'est possible. Mais on peut prendre souvent un UNet qui va être utilisé pour retirer le bruit de l'image selon une étape. Puis on va l'appliquer successivement jusqu'à temps qu'on atteint une image qui est clean. Et donc, la diffusion avant, comme je disais, c'est typiquement juste l'application d'un bruit grossier. L'application répétée nous mène à avoir une donnée, une image qui est entièrement du bruit. Le niveau de bruit peut varier. Donc, on a dans différentes procédures où on peut avoir un certain niveau de bruit qui varie en cours de route pour en arriver jusqu'à la fin. La diffusion arrière, elle, vise à retirer le bruit. Donc, on va utiliser les données de la diffusion avant. Donc, c'est important de faire la diffusion avant parce que ça nous donne un peu le modèle. Donc, c'est de l'image nette jusqu'à l'image totalement bruitée. Donc, ça, c'est générable directement. Il n'y a pas d'apprentissage là-dedans ni d'inférence. C'est lorsqu'on passe de l'image totalement bruitée vers l'image d'origine.
qu'on va guider le réseau de diffusion en diffusion arrière, en débruitage, à retirer la bonne chose. Donc, on va le guider selon ce qu'on avait comme image à l'origine, qui a été bruitée dans l'étape de diffusion avant. Puis le réseau de débruitage a de l'information sur le niveau de bruit actuel. Là. Si on est au début, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est à la fin. Là, le bruit change la nature d'image. Donc, on va quand même donner une information au réseau de débruitage pour pouvoir s'en sortir avec ça. Puis le UNet, bien, couramment utilisé pour faire cette opération-là. Ce n'est pas limité à UNet, mais c'est un choix raisonnable en image. Le processus de diffusion arrière peut être conditionné. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut lui dire une classe. Mais la donnée est d'une certaine classe, génère-moi donc une donnée de cette classe-là. Ça permet de guider un peu la diffusion vers certaines choses. Puis on peut même aussi utiliser l'analyse d'une requête texte en utilisant sa représentation vectorielle. Donc, on peut avoir un vecteur correspondant à la représentation par plongement lexical d'un mot, d'une phrase, ou même avoir la représentation numérique obtenue par un réseau auto-attentif, qui est une chose couramment faite avec les méthodes courantes, les méthodes récentes, performantes de modèles de diffusion, où l'on va utiliser une requête texte pour générer finalement une image, bien, on va le faire avec un conditionnement sur ce texte-là. Donc, les forces et faiblesses des modèles de diffusion, c'est que c'est capable de générer des images de très bonne qualité. Donc, c'est vraiment remarquable comme résultat en termes de qualité d'image qu'on peut générer. C'est quand même assez flexible. On parle beaucoup de l'utiliser dans le contexte de l'image, mais les modèles de diffusion en soi ne sont pas limités à l'image, même si c'est le créneau où ils performent le mieux. Ils performent très bien, disons, là, comme ça. Il y a des faiblesses pendant, ça peut être lourd, c'est des processus de génération qui sont coûteux. Pourquoi? Parce qu'on fait plusieurs itérations de la diffusion arrière. On part de bruit, puis on va vraiment appliquer possiblement sur des centaines d'étapes, certaines itérations, le mécanisme de débruitage, parce qu'on ne peut pas faire un débruitage complet d'un bloc. Il y a des optimisations qui visent à sauter les étapes, mais ça, c'est autre chose. Donc, à la base, c'est quand même coûteux pour générer. Et l'entraînement est très lourd en calcul, ça prend des ressources de calcul extraordinaire pour entraîner les gros modèles avec des très grandes quantités de données. On peut le faire sur des stations avec GPU, mais pour des problèmes où la quantité de données, la taille des réseaux reste raisonnable. Et donc, ces modèles-là sont vraiment à la base des modèles génératifs d'images comme DALI 3, DALI en général 1, 2, 3, Midjourney, Stable Diffusion. Donc, ça, c'est vraiment des modèles génératifs d'images basés sur cette notion-là de modèle de diffusion.